C'est un pays vraiment de cocagne. C'est un pays où on arrive à trouver un juste équilibre. C'est-à-dire on a la mer d'un côté, quelqu'un qui aime la mer, l'océan. On a des plages, je dis bien des kilomètres de plages où il n'y a jamais personne. On a le côté rivière, avec tout son charme, avec cette marée qui monte, qui descend, avec cette vase qui apparaît toutes les 4-5 heures, où il y a un nombre incalculable d'oiseaux qui viennent, de canards, qui viennent manger, prendre les petits trucs. Ensuite, après, on a la chance d'avoir aussi des forêts, pas que des baies, on a de très belles forêts. Alors quelqu'un qui aime tout ça, eh bien c'est formidable. Pendant 35 ans de vacances, je venais ici, j'allais pêcher. Et quand je suis arrivé ici en 98 jusqu'à peu près 2005, j'allais pêcher le bar. Du temps où il y avait du poisson, on était une quarantaine d'habitués, et les voitures s'alignaient tous sur le bord, et on jetait, et on se déplaçait pour pas que les lignes se mélangent. Au rocher Saint-Nicolas, donc presque en face de la maison de Grappe, c'était pas ensablé. Moi j'allais pêcher des moules à marée basse, il fallait traverser une baïne à la nage, mon chien me suivait, et j'allais ramasser des moules. Puis après, avec la modification de courant, tous ces rochers se sont devenus ensablés. Et là, d'après ce que j'ai compris, on m'a expliqué, c'est que les courants ont dû se remodifier une fois de plus, et il semblerait que le rocher Saint-Nicolas soit découvert à marée basse. C'est un paysage qui est sans cesse en mouvement, parce que quand on remonte dans l'histoire du lieu, on voit que les deux rives ont sans cesse été façonnées soit d'un côté par le transport alluvial de l'estuaire et de l'autre par le mouvement des sables. La particularité de ce territoire aussi, c'est qu'on a un patrimoine naturel vraiment remarquable, parce que sur, je dirais, moins de 10 km, donc on rencontre deux façades. Donc côté océan, côté estuaire. On a ensuite des longues plages de sable fin, blanc, de grandes étendues. On a une forêt mixte, donc avec notamment des chênes verts, des chênes pédonculés. Et ensuite on a donc tout ce qu'on appelle les terres basses de marée, donc elles qui présentent différentes typologies. On va avoir donc des prairies de fauche, des prairies d'élevage qui ont une morphologie disons assez organique, avec des chenaux sinueux, des haies. Et on a également une entité qu'on appelle les mattes, qui elles sont beaucoup plus géométriques, qui correspondent à des polders qui ont été gagnés sur les eaux de l'estuaire et qui regroupent une grande majorité de terres céréalières qui sont organisées sous forme de grandes parcelles en longueur, donc côté estuaire. Parce que c'est une des fortes zones d'accrétion, une des plus grosses qu'on a dans tout le golfe de Gascogne. C'est-à-dire que c'est une des seules zones où il y a du sable qui vient se déposer, alors que sur tout le littoral aquitain et même sur les autres littoraux de France, on est plus dans des problématiques d'érosion. On va donc avoir un écosystème dunaire qui va se mettre en place et qui va se développer, ce qu'on voit très bien sur site, avec tout d'abord la forêt dunaire qui va être composée de chênes, va y avoir du pin, va y avoir des arbousiers, va y avoir des ajoncs, du genêt. Tout ce cortège de plantes là, et au fur et à mesure, quand on va aller vers la plage, on va avoir la dune boisée, là qui est plus colonisée par les pins, des pins qui sont tout d'abord très grands et qui au fur et à mesure qu'on avance vont diminuer en taille parce qu'ils sont plus jeunes. On va avoir la dune grise qui va se développer avec tout le cortège d'armoises, d'immortels des dunes qui apportent une odeur de curry super chouette. Puis la dune blanche, et une fois qu'on a dépassé la dune blanche, on va sur l'estran, et là c'est assez incroyable parce que ça change tous les mois. On ne reconnaît pas le site, tellement ça change vite. On a d'autres problématiques de dépôt par exemple de déchets, il n'y a pas que des choses naturelles qui viennent se déposer, qui sont vite recouvertes par le sable,
Et on a même du mal à savoir si la plage avance ou recule, à tel point ça change. Bon, ici, elle avance. Dans les années 60, ce qu'on appelle le trait de côte, donc c'est vraiment la jonction entre l'eau et la plage, se trouvait à peu près 1 km en amont. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des énormes travaux en fait, de protection des côtes face à l'érosion dunaire. Donc quand on dit des gros travaux, c'est des épis rocheux, des casiers, des brise-mer plantés avec des pieux en fait, à 12 mètres de profondeur pour trouver de l'alliose un peu plus rigide que du sable, pour trouver une roche assez solide pour que ça tienne. Et maintenant ils sont entièrement recouverts de sable. Et au niveau du pied du phare de Saint-Nicolas, il y a une petite marche en pierre. Et c'est l'ancienne digue, là où venait taper l'eau dans les années 60. Donc on voit bien que la dynamique du milieu tend vers une fermeture, comme peuvent en témoigner les différentes strates qui ceinturent la lagune. On a une strate arborée qui est composée majoritairement de chênes et de pins, une strate arbustive avec des saules et une strate herbacée qui est constituée par la roselière. Et moins le milieu est entretenu, plus les strates arborées et arbustives vont avancer aux dépens du plan d'eau et de la roselière. Donc ce que nous voyons ici tout du long, c'est une roselière qui forme du coup un des bassins du marais du Logis. Le marais du Logis est composé d'une accumulation de grands bassins rectangulaires comme celui-ci qui témoignent que ce site a été complètement façonné par l'homme. Et ce depuis le XIIe siècle, puisque ce sont les moines bénédictins qui sont arrivés les premiers et qui ont creusé ces bassins pour y exploiter le sel. Donc cette activité a duré quand même jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à l'abolition de la gabelle, pour laisser place ensuite à une activité plutôt liée à la pisciculture. Peu à peu, les marais ont été abandonnés et avec ce phénomène, on a eu une fermeture du milieu puisqu'il n'était plus entretenu. Mais au début des années 2000, un nouveau plan de gestion a été mis en place pour tenter de rouvrir ce milieu, d'y introduire à nouveau des activités pérennes et surtout d'y accueillir le public pour sa découverte. La zone du marais du Conseiller qui ne peuvent pas être détachées du terminal en lui-même, de par l'histoire, puisque ce terminal qui au départ est un mole d'escale pour les grands paquebots bombardés en 1940, va être inauguré en 1969 comme un terminal portuaire
une porte ouverte notamment vers les États-Unis, avec un projet ambitieux qui était un aménagement industriel-portuaire du Verdon jusqu'à Saint-Vivien. Avec les 2 chocs pétroliers successifs dans les années 70, ce projet connaît un coup d'arrêt et les terrains qui ont fait l'objet d'acquisitions jusque dans les années 69, dans l'optique de ces aménagements industriels-portuaires, connaissent eux-mêmes un coup d'arrêt et vont rester tels qu'ils étaient à l'origine, donc plutôt dans une approche agro-environnementale. Ces espaces-là, à partir de 2003, avec l'association Kuruma, le port se rencontre, réalise qu'il présente des enjeux environnementaux forts. Et ces échanges avec Kuruma, Kuruma va obtenir la labellisation CPIE Médoc, donc Centre permanent d'initiative pour l'environnement, va être le gestionnaire qui va nous accompagner dans un premier plan de gestion qui va débuter en 2006, qui va être renouvelé en 2011 et qui conduit aujourd'hui à un plan de gestion unique avec le Conservatoire littoral pour préserver ce patrimoine naturel qui est extrêmement riche. L'objectif est de préserver le milieu, mais tout en maintenant des activités humaines et de mettre en adéquation ces activités humaines avec cet enjeu de préservation. C'est ce qui conduit à maintenir l'activité agricole, notamment d'élevage, et évidemment le maintien aussi des activités aquacoles, voire même essayer de relancer un site aquacole qui n'est plus exploité depuis 2009, de proposer aux ostréiculteurs locaux, enfin aux aquaculteurs locaux, de travailler en direct et en groupement. C'était un dépôt pétrolier. Oui, j'ai travaillé pendant du 1er juillet 69 presque au mois de juillet 70, pendant un an. Je suis arrivé, les bacs étaient en construction et quand je suis parti, ça a été mis en service. J'étais le chef de chantier, je pilotais toute mon équipe. On a tiré tous les câbles, on a tout raccordé, on a fait toutes les mises en service, quoi. Je suis devenu environnemental en connaissant Patrick Hébéré, mais de formation j'étais dans le pétrole, la chimie, pétrochimie, le nucléaire. Donc j'ai découvert le marais en travers mes deux collègues. Entre ce que j'ai connu et ce que c'est devenu, c'est le jour et la nuit. Ça c'était le vestiaire. Là aussi. Je vais faire des véhicules.
Sur notre littoral nord-médocain, c'est vraiment le site où il y a eu les premiers ouvrages de défense contre la mer, les ouvrages en dur. C'est un site qui a des érosions très fortes qu'on observe sur des cartes très anciennes dès le XVIIe, XVIIIe siècle. On retrouve ces manifestations d'érosion chronique du trait de côte. Et donc les premiers ouvrages en fait, qui ont été construits sur ce secteur, c'était des ouvrages de type épi. Les premières cartes nous le montrent en 1841 et qui ont été détruits puis reconstruits. Et on est arrivé à peu près à la configuration actuelle entre les années 1930-1939. Donc avant-guerre, sur cette configuration de brise-mer, d'ouvrages qui longent le trait de côte. On a à peu près 3 km d'ouvrages en enrochement qui permettent de stabiliser le trait de côte. Donc ici, sur le site des Cantines, c'est le dernier ouvrage qui a été construit, lui après-guerre, en 1949. Qui sont des ouvrages de l'État, qui sont gérés par le Grand Port Maritime de Bordeaux, mais qui en 2024 vont être transférés en gestion à la communauté de communes. Donc on va avoir à gérer l'entretien courant de ces ouvrages pour les maintenir et assurer leur fonction de stabilisation du trait de côte. Il y a une conscience forte des gens parce que les gens viennent souvent se balader sur le littoral et voient l'effet des tempêtes et les falaises d'érosion sur les dunes et les ouvrages aussi qui encaissent les vagues. Donc il y a une conscience des gens qui vivent sur le territoire. Après, nous, depuis effectivement 2018 et cette nouvelle compétence GEMAPI, on essaie de plus en plus de travailler sur des axes de communication, sur quelles sont nos stratégies de lutte contre l'érosion. Donc on a établi des petites plaquettes pédagogiques qui sont distribuées en mairie et qui sont des plaquettes qui permettent d'expliquer notre approche. Et on a fait de temps en temps aussi quelques réunions publiques de telle manière à expliquer nos actions au jour le jour pour assurer ces travaux de gestion de l'érosion. Bon, notre rôle, c'est vraiment d'être sur le très court terme, c'est-à-dire vraiment effectivement suivre ce qui se passe au cours de chaque hiver avec les tempêtes, avoir les travaux d'entretien réguliers, de telle manière à répondre à ces phénomènes tempétueux hivernaux, mais aussi capitaliser de la connaissance sur ce qui se passe, sur l'efficacité de nos interventions, pour se projeter après sur des stratégies un peu plus long terme qui prennent en compte effectivement la dynamique évolutive de notre climat et pour ensuite ne pas être démunis quand il faudra intervenir le moment venu. Moi, je suis arrivé en 91, ici j'avais l'âge de 8 ans, j'arrive avec mon beau-père qui est agriculteur sur la commune de Jeaux. Mon exploitation est sur Talé et je travaille en commun avec mon beau-père et mon demi-frère. On exploite 450 hectares et on a 170 mères en blonde d'Aquitaine. Après le quotidien, il est très varié, ça dépend de la saison, mais grosso modo les céréales complètent en plus l'élevage. C'est-à-dire que quand on a moins de travail sur l'élevage, on a du travail sur les céréales inversement. Donc voilà, j'aime innover, j'aime essayer de nouvelles cultures, j'aime, du coup, les terres du Nord-Médoc s'y prêtent à 100%, puisque c'est des terres non irrigables, mais qui ont un potentiel extraordinaire. Je suis partant pour garder tout ce qui est haies dans mon espace. Voilà, ça c'est très très important. Toutes les vaches ont besoin de haies pour s'abriter du vent, pour s'abriter de la pluie, pour s'abriter de tout ça. Les cultures aussi, pour moi, ont besoin de haies aussi pour être protégées du vent, surtout ici en pointe du Médoc avec l'influence de la Garonne et de l'océan. On a un microclimat avec beaucoup de vent et de plus en plus de vent. Donc il est très important pour moi de garder ces haies. Après, toutes mes prairies, c'est des prairies naturelles. C'est-à-dire c'est des prairies que j'entretiens couramment à l'année, c'est broyer les refus, c'est passer un coup de verse à prairie l'hiver pour régénérer la prairie. Je suis en agriculture raisonnée, mais très raisonnée. C'est pour ça qu'avec le CPE, on s'est bien entendu aussi sur la réimplantation des céréales. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher à faire des rendements extraordinaires en chargeant en azote, en chargeant en quoi que ce soit. Sur les terres du conservatoire, donc ils voulaient remettre tout en prairie et donc on a réussi à remettre un peu en culture. On a trouvé une alternative, c'est-à-dire donc la luzerne semence, puisque c'est une plante qui était référencée au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc la luzerne a apporté une diversité sur les insectes énorme. Et en plus de ça, moi me permet derrière de faire une culture sans comme moindre apport d'azote, du fait que la luzerne capte l'azote de l'air pour le restituer au sol. Donc ça c'est une super.
donc connecté à cet estuaire, on a un chenal. Et pendant les marées hautes et les gros coefficients de marée, on ouvre les écluses qui sont là-bas. On fait rentrer cette eau. Et avant que l'eau redescende, on referme les écluses. Et donc sous l'influence de l'ensoleillement et du vent, cette eau qui provient, donc il y a un mix entre l'eau de l'estuaire et les eaux marines, qui est chargée en minéraux et nutriments, et en souches de microalgues en fait, qui représentent la base de la nourriture des huîtres. Et tout ça va faire que ces souches de microalgues, elles vont se développer à outrance et faire qu'on va avoir des grosses concentrations et que ça va permettre en fait de favoriser l'engraissement des huîtres. Parce que l'affinage des huîtres, globalement, le but recherché, c'est de faire des huîtres avec ce qu'on appelle un indice de chair qui est important. Ça fait 4 ans que je suis arrivé dans le Médoc, que je vis dans le Médoc, et c'est la 3e année d'exploitation. J'avais toujours eu cette envie en fait, de créer une entreprise aquacole. Je ne savais pas exactement quoi faire. Et en rencontrant donc, Bertrand Young, qui est un des 6 exploitants du Médoc, il m'a fait part voilà, d'un appel d'offres qui allait être en fait, diffusé pour la reprise de ce site. Donc cette parcelle de marais, elle appartient en fait au Conservatoire du Littoral. Donc c'est le Conservatoire du Littoral qui a établi un cahier des charges et donc diffusé l'appel d'offres auquel on a répondu il y a 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Et là, récemment, donc, je travaille avec Jean-Jacques Roux, qui est mon nouvel associé, et qui a permis de donner un nouvel essor aussi à l'entreprise. Et le quotidien, il est varié, il y a beaucoup de relationnel. Et puis après, il y a aussi le quotidien vu sous l'angle du côté technique. En fait, parce que c'est quand même un métier de passion et l'affinage d'huîtres, ça permet de faire des produits de belle qualité. Et la gambasse aussi, c'est extrêmement rare, c'est important de le souligner. Et nous, on est capable de le faire dans le Médoc comme en Charente. Mais voilà, c'est intéressant et je pense qu'il faudrait que ces productions se développent encore plus. Moins la berge. D'accord. Et vous allez du coup intervenir aussi sur les petits bassins. Donc, ce sont des marais à gradient d'humidité et de salinité très variables sur lesquels le conservatoire avait souhaité se positionner en 2003 en rachetant les terrains au port de Bordeaux parce qu'il y avait un objectif de restauration et réhabilitation des bassins aquacoles qui a été abandonné depuis les années 80. Donc on avait vraiment comme objectif de retrouver cette activité traditionnelle et c'est souvent ce qui nous guide dans l'acquisition aussi. Et il y avait ce deuxième objectif aussi qui était de renaturer et reconvertir les grandes parcelles agricoles de maths qui ont été gagnées sur l'estuaire, qui sont des territoires très productifs, donc ont été mis en grande culture de maïs, de tournesol, pour les amener à s'orienter vers des pratiques culturelles plus vertueuses, de prairies, d'élevage. La prairie, si à terme on avait de nouveau des animaux sur cet espace-là, comme le faisait en fait Hervé Blanc, pourquoi est-ce que cette zone, si à terme c'était une propriété du conservatoire jusqu'au bout, pourquoi est-ce que ce ne serait pas une zone d'hivernage pour des animaux? Donc on va acquérir des petits morceaux en mosaïque à chaque fois. Dans le cadre de l'élaboration du premier plan de gestion, qui est le document cadre qui définit les orientations à 6 ans. Donc déjà, première étape de vie du site dans laquelle on identifie les opérations d'amélioration paysagère à mener, mais aussi d'amélioration des corridors écologiques à installer sur nos espaces. Et les haies étaient ressorties comme important pour mailler justement nos parcelles qui sont très uniformes, qui sont des bandes de terre vraiment longitudinales le long de l'estuaire. Et ces haies qui avaient été arrachées dans les années 60 pour installer la grande culture, finalement manquaient dans ce paysage des maths. Donc on a eu envie de retrouver ce paysage de bocage, de haies bocagères, de maths et de palus. Et on a du coup initié avec le CPI Médoc ce travail avec Arbres et Paysages 33 il y a 3 ans maintenant, qui nous a permis de réinstaller à peu près 2000 mètres linéaires de haies. Et puis on a voulu poursuivre l'effort avec Pure Projet et cette initiative de renforcer un petit peu l'action sur le territoire en plantant 3000 arbres sur les 3 prochaines années.
Et ce travail qu'on a engagé avec Pure Project mérite d'être poursuivi sur plusieurs années et va se poursuivre, c'est certain, qui en plus trouve un écho auprès des usagers agricoles qui souhaitent se mobiliser pour participer au chantier. Donc je trouve que c'est très positif. Et puis pour moi, on est en train aussi de travailler sur d'autres sites assez proches, côté estuarien, mais qui vont nourrir nos projets sur le Médoc, un travail d'adaptation au changement climatique. Donc on a des études qui illustrent vraiment ce changement à l'échelle de l'ex-Aquitaine, rapport à Climatera notamment, qui nous dit que d'ici à 2050, les eaux pourraient monter d'1,50 m à 2 mètres. Donc il faut aussi se préparer. On sait qu'on est sur des secteurs inondables, sur ces mattes de Paladon. Donc il va falloir anticiper, préparer le changement, peut-être réorganiser les usages, sensibiliser d'ailleurs davantage le public, nos occupants. Peut-être faire de la maîtrise foncière aussi. Donc il y a un beau travail qui reste encore à faire et pour moi c'est le défi de demain. La mienne, elle est là, quoi. Voilà. Juste là. En plus, moi, c'est un lac. Au départ, il était authentique. Parce qu'il y avait un trou de bombe. On le remarque sur la photo. Elle est beaucoup plus sombre. Parce que c'est beaucoup plus profond. Par rapport au lac artificiel comme celui-là, mettons, tu vois. Où il est plein partout. Alors que le mien, il y a un gros trou de bombe en plein milieu. Que j'ai bougé un petit peu, mais j'ai quand même beaucoup plus d'eau au milieu que sur les côtés. Voilà. Il y avait presque 1 mètre en plein milieu. Donc, bombe, la guerre. Alors, ici, collectivement, bon, déjà, on est géré par l'association, qui est la CGNM, l'association des gibiers, du gibier d'eau du Nord-Médoc, dont le président est M. Rivière, et les trésoriers sont Mika et moi-même. Voilà. Donc, on vit collectivement très bien. On essaie toujours de discuter, de dialoguer, de faire passer le message. Il faut qu'on ait... moi, je sais que j'essaie de donner une image de notre installation quand quelqu'un passe, quelqu'un la voit, il dit « Ah, mais c'est quoi ? Ah, ben c'est joli, voilà, bon, ça fait plaisir. » Donc, on essaie de donner des formes, de ne pas avoir des trucs style gratte-ciel, j'ai un carré, voilà. Donc, on s'y engage tous. Il y en a qui réussissent plus que d'autres. Voilà. Parce qu'il faut de l'amour pour ça. Et l'amour, c'est la passion. Et cette passion, il faut qu'elle soit habitée, qu'elle soit communicative. Et donc, il faut donner, quoi. La règle personnelle qui est le passionné du passionné, mais vraiment au-delà des limites. Le passionné à l'extrême. Comme moi qui profite de tout. J'arrive, je respire, je sens le marais, cette odeur, un peu de vase, un peu d'air. Déjà, je suis content. Donc après, le quotidien, c'est venir à la tonne, préparer ses affaires, préparer sa cuisine et vivre au rythme de la migration. Il n'y a plus de règles. Il n'y a pas midi, ni 18h. Non, c'est fini. Donc, je vis sur les 4-6. C'est-à-dire que j'essaie de dormir 1 heure toutes les 6 heures. Ça me permet de veiller toute la nuit. Le plus de plaisir, la jouissance qu'on peut avoir, c'est d'arriver à faire poser des migrateurs qui arrivent de pays divers, que ce soit de la Hollande, Finlande, de Russie, à les faire poser sur son petit lac avec son attelage. Le tir, pour moi, le tir est facultatif. C'est l'aboutissement, si vous voulez. On le fait ou on le fait pas. Si on le fait, on va ramasser son gibier, on le choye, on le plume proprement, et ensuite, il y a une deuxième jouissance, c'est de le cuisiner et de le partager. Voilà. Ça, c'est, je crois, la vraie passion du passionné. Hein. C'est ça. Alors, ensuite, le CPIE est devenu le gestionnaire du port autonome. Donc, quand ils sont venus à être gestionnaire du port autonome, automatiquement, notre association qui a des sites sur les terrains du port autonome, on a été obligé d'être en contact. Donc par diverses réunions, on a commencé à se côtoyer.
Et moi, le courant est passé tout de suite. Que ce soit avec M. Lapouillade, avec Bérénice Lapouillade. Donc ça passe très bien, je crois que chacun reste dans son domaine, chacun explique à l'autre ce qui va pas ou ce qui va, et ça marche très bien, quoi. Moi je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Au départ ils ont été un petit peu pris à cœur, parce que bon, c'est vrai, le Nord-Médoc a été habitué à beaucoup plus de liberté, si on peut dire ça. Je crois que maintenant, qu'il faut, vous savez, quand on s'installe dans une région où il n'y a pas tout ça, qui est livrée un peu à elle-même, ça a été le cas quand même du Nord-Médoc, donc il faut laisser du temps aux gens de s'habituer à cette gestion, à cette administration, à ces gens-là, apprendre à les connaître. Et le Nord-Médocain, des fois, il va un peu trop vite. Oh ouais, c'est des cons. Voilà. Alors que si vous leur laissez un peu le temps qu'ils s'expriment, de voir un petit peu comment qu'ils agissent, s'ils agissent pas comme vous voulez, vous pouvez leur dire. Ça peut s'arranger. Et puis de fil en aiguille, on forme un noyau. Et ça marche bien. C'est ça le partage. Quand on partage ses idées, c'est formidable.